Bonjour, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, et de vous retrouver encore en ce jour, troisième numéro de Rencontre Chrétienne pour cette nouvelle année 2023. Nous allons revisiter un peu l'histoire de notre pays, le Togo, un jour de janvier 1963, coup d'État dans notre pays, 60 ans après. Quelles sont les circonstances de cet assassinat, ce coup d'État qui a marqué l'histoire du continent africain? D'autres coups d'État en ont suivi. 60 ans après, on assiste encore à des coups de force dans l'Afrique francophone. Nous allons visiter cette histoire, non pas pour réveiller les vieux démons de la haine de la division, et non plus aussi pour enfoncer le couteau dans la plaie, comme on dit, mais pour instruire la jeune génération sur l'histoire de notre pays, le Togo, et notamment comment jeter les perspectives d'avenir en partant de cet événement qui a marqué notre histoire, de sa vie politique de l'indépendance à aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Richard Komlan Aboki. Il est professeur d'université à la retraite, il est socio-économiste. Monsieur Aboki, merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité, monsieur. Je suis heureux de vous retrouver. C'est tout un plaisir pour moi. C'est ça, pour ces échanges. C'est un peu ma maison. Tout à fait, tout à fait. Alors, avec vous, donc, on va parler de ces faits marquants. Vous l'avez vécu, cet événement de janvier 63. Et comment l'avez-vous vécu? Et qu'est-ce qui s'était passé? Avez-vous une idée? Vous étiez déjà à l'époque suffisamment mûr d'esprit, d'analyse, pour comprendre ce qui s'était passé. Bien. Vous savez, j'étais témoin direct d'une partie des événements qui se sont produits au Togo et qui sont liés à l'assassinat de Sylvanus Olympio. Un témoin, sa fiabilité dépend de plusieurs choses à la fois. C'est pour cela que je me permets de me présenter, puisqu'il y a 60 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Oui. Et donc, j'étais animateur de programme et présentateur du journal parlé à Radio Lomé. C'est ça. Dans mon parcours scolaire, il y a eu une rupture à cause de mon échec au premier bac. Et je me suis retrouvé à la radio parce que je ne voulais pas redoubler la première. Et donc, j'avais été recruté comme animateur de programme, envoyé en Israël du mois d'août 1962 à novembre 1962. Donc, quand je suis rentré, j'ai fait juste 2 mois. Il y a eu de formation, c'est ça? Voilà. Oui, j'étais à une sorte de voyage d'études. D'études, oui. Et donc, pour l'histoire de ce coup d'État, enfin, pour le moment, disons coup d'État, le jour de l'événement, avant d'aller à l'antenne, je me suis rendu compte qu'il y avait des bruits dans la ville de Lomé. Et je me suis enquis de l'origine de ces bruits. Et j'ai un ami et aussi un parent avec qui j'ai des relations d'alliance. Je peux le nommer parce qu'il n'est plus là aujourd'hui, il est déjà décédé. Mais c'est quelqu'un qui est très connu. C'est M. Pierre Adosama, qui était attaché de cabinet chez Hospice Coco. C'est ça. Donc, ministre du gouvernement de Sylvanus Olympio. De Sylvanus Olympio. Il était attaché de cabinet chez Hospice Coco. Et nous vivions dans la même maison. C'était un peu, si je puis dire, le fils aîné de mon père, puisque compte tenu des relations d'alliance qu'il y a entre nous. Donc, le jour-là, quand on a commencé à voir les bruits, je l'ai interrogé. Il m'a dit, il y a des événements importants qui se passent à Lomé, sûrement, que le président Olympio a des ennuis. Mais comme moi, je devais aller à l'antenne, je me suis précipité à la radio. Et c'est là, j'ai retrouvé les militaires qui m'ont dit, mais qui êtes-vous? Je me suis présenté. Ils m'ont dit, restez là, on a besoin de vous. C'est ça. Voilà. Ça, c'est dans l'enceinte de la maison de la radio. C'est dans l'enceinte de la maison de radio. Les militaires Radio Lomé, oui. Radio Lomé, ils ont occupé la radio. Et donc, je suis arrivé et je n'ai pas pu accéder au studio tout de suite. Ils m'ont dit non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avant que moi je ne vienne, ils ont essayé de démarrer l'antenne pour faire passer... C'était au petit matin, c'est ça? C'était au petit matin, pour faire passer un communiqué. Mais on ne sait pas qui a enlevé un fusible de la machine, de la console avec laquelle nous diffusions. Donc sans fusible, la machine ne pouvait pas démarrer. Et donc, on a cherché pendant longtemps, moi non plus, je ne savais pas qui l'avait fait. Mais apparemment, dans la nuit, des gens avaient été prévenus que, donc, ils ont pris des dispositions pour que les militaires ne viennent pas faire leur déclaration. C'est ça. Donc, on a cherché pendant longtemps. Et puis finalement,
on a été chercher un Européen, un blanc français qui s'appelle La Roche, qui détenait un magasin de vente de radio à Lomé, qui est venu, qui a constaté la panne, qui a amené un fusible, et c'est comme ça qu'on a pu démarrer l'antenne. Alors, dès qu'on a démarré, j'ai reçu tout de suite, dans les studios, la visite de M. Prosper Attaqué. Prosper Attaqué. C'est un blanc? C'est un Togolais. De Kouméa. C'est ça. J'ai su après qu'il est de Kouméa. Et venu directement de la prison civile de Lomé. Prosper Attaqué venant directement de la prison civile de Lomé, avec un autre élément qui est de la Juventus. C'est après qu'on a su que les deux, l'un était... C'est des civils ou des militaires? Non, c'est des Togolais civils. Okay. Civils. Et donc, ils étaient dans quelle tenue? Tous les deux étaient vêtus, habillés de culottes courtes, kaki, et un pagne noué autour du cou. C'est extraordinaire, cette image-là. Qu'un État comme le Togo, où le président Sylvestre Olympio, qui a quand même un prestige élevé, à la fois sur le plan national et sur le plan international, que celui qui fait une déclaration pour annoncer les premières nouvelles n'a même pas de chemise, qui venait directement de la prison civile de Lomé. Alors, je lui ai passé une feuille de papier et un crayon, et il a rédigé devant moi le communiqué. Alors, c'est le premier communiqué qui a été lu sur les antennes de Radio Lomé. Ça a été lu par M. Prosper Attaqué lui-même. Donc, je cite de mémoire, puisque je n'ai jamais reçu ce communiqué de sa main. Il l'a emmené après. Donc, il a dit ceci. Le président Sylvanus Olympio n'est plus président de la République. Il vient d'être, disons, il a perdu la vie. Et donc... Il n'a pas prononcé le terme d'assassinat. Il n'a pas prononcé le terme d'assassinat. Monsieur Antoine Meachi devient d'office président de la République. Alors, on était stupéfait. Oui, c'était le thème du communiqué. C'était le thème du communiqué. Si simple. Oui. Et puis, pas de frontières fermées comme ça se fait aujourd'hui. Rien du tout. Pas de militaires dans les studios pour nous regarder. On a vu ces derniers temps, oui. Nous étions tous les deux face à face. Et dans le studio. Dans le studio, c'est un micro qu'on peut retourner. C'est ça. Ou je crois bidirectionnel. Oui. Et donc, il a présenté, il a lu son communiqué lui-même. Et puis, il est parti. Alors, ça nous a interpellés avec le technicien qui était là. Il s'est dit, mais tout de même, qui a pu envoyer ce monsieur? Bon, donc, on s'était perdu en conjecture sur le commanditaire de ce communiqué. Mais les événements se sont enchaînés par la suite parce que les militaires exerçaient une très forte pression sur nous pour aller dans les bureaux et chercher de la musique militaire. Ils ne voulaient diffuser que de la musique militaire. Donc, on les a amenés au service des programmes. Donc, ils ont retrouvé un peu certains disques sur lesquels il y avait de la musique militaire. Et donc, c'est ce qu'on a diffusé. Donc, on est resté là toute la journée. Toute la journée du 13 janvier. Du 13 janvier. Moi, le matin, jusqu'au soir, 19h à peu près. Rien. Il n'y a rien eu. Rien que de la musique. Et les militaires étaient là. Donc, à un moment donné, je leur ai dit... Écoutez, donc, après, les militaires sont venus armés, c'est ça? Oui, mais ils étaient armés. On a envoyé un détachement de militaires à la radio avant même que moi je n'y aille. C'est ça. Et donc, ils étaient déjà là avant que je n'y aille. Et donc, je suis resté là avec eux un certain temps jusqu'à, je crois, 18h. Et puis, j'ai dit, écoutez, je suis un peu fatigué, il faut que je rentre. Je n'ai rien mangé, tout ça. Ils m'ont raccompagné chez moi en voiture. Ils ont attendu et ils m'ont ramené à la radio. À la radio. Puisque nos autres collègues... ayant appris la nouvelle, c'était la débandade. Oui. Les gens se sont réfugiés, je ne sais où. Les gens se sont cachés. Donc, vers 19h, alors, on nous dit qu'il y a une délégation venue du Bénin. Donc, c'était Baguidi, j'ai oublié son prénom. Monsieur Baguidi est directeur de cabinet du président Maga. Il y avait Darbou, je crois qu'il était ministre du Commerce. Et derrière, il y avait un de ses neveux qui travaillait à la radio avec nous, qui s'appelait André. Donc, ils ont accompagné dans le studio. Donc, ils étaient 3. Baguidi, Darbou
et Bojolé. Donc ils sont arrivés dans le studio. Il a dit, il va lire le communiqué du comité insurrectionnel. Donc, de prendre la disposition pour lui passer l'antenne. Donc, vous savez, à l'époque, avant de parler au micro, on fait des essais de voix. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais on faisait des essais de voix. Oui. Et donc, on lui a dit poliment, essayez le micro-voix. Vous faites des essais de voix ensuite. Mais mon premier constat, c'est que Bojolé manquait d'assurance. Il était un peu perdu, il était un peu paniqué. Il n'avait pas en main... Il n'était pas à l'aise, c'est ça? Voilà, il ne possédait pas tous ses moyens. Je ne sais pas si c'est le micro qui l'intimidait ou ce sont les événements, mais moi je crois que les événements plutôt agissaient sur son psychisme parce que, il sait ce qui s'est passé et donc on pouvait s'attendre à ce qu'il soit marqué et puni sévèrement pour les événements qui se sont produits au Togo. Donc on lui a fait 2 ou 3 fois l'essai de voix et puis finalement, devant Baguidi et Darbou, qui étaient debout dans le studio, il a lu le communiqué du comité insurrectionnel. Et c'est là qu'on a su que, effectivement, le président Sylvanus Olympio est décédé. C'est ça. Alors, il y a d'autres aspects, d'autres événements qui se sont produits, mais qui sont plutôt anecdotiques. Et sur lesquels, je ne voudrais pas revenir parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais le plus important, à mon avis, c'est le communiqué indiquant très nettement que c'est M. Antoine Meachi qui devient d'office président de la République. Alors, le communiqué du soir ou du matin? Non, ce que l'autre avait lu, Attaqué avait lu d'abord. Donc on s'attendait à ce que ce soit confirmé. Mais ce qui fut fait, c'est ça? Ça n'a pas été confirmé par Bojolé. Ça n'a pas été confirmé par Bojolé. Donc après, on a su que, en fait, Nicolas Gruniski, qui a été appelé et qui est rentré le 14. Donc le 13. Donc il n'était pas au pays. Il n'était pas à Lomé, en tout cas. Oui. Ce que nous savions, certains disent qu'il était à Kpémé. Bon, il est difficile de vérifier. Mais en tout cas, il est rentré le 14 et il est allé au camp militaire pour voir les membres du comité insurrectionnel. Bon, voilà. Alors, la personne privilégiée avec qui j'étais en contact, dont je parlais tout à l'heure, M. Pierre de Saman, qui est un parent d'Alliance, nous sommes restés pratiquement 10 ans, de 1953 à 1963 dans la même maison. Donc, il était avant instituteur, après il a travaillé à la météo, et puis ensuite, il a été à l'École nationale d'administration, et puis ensuite, attaché de cabinet. Et quand il a été nommé ministre, Meachi est venu personnellement le lui annoncer chez nous, dans notre maison. Personnellement. En voiture, il est venu lui annoncer qu'il devenait ministre de l'Éducation nationale. Bon, donc, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute cette période, moi, une fois parti en France en 64, j'ai gardé de bonnes relations avec M. Adosama, mais j'ai essayé par la suite aussi de reconstituer un peu les événements, de voir un peu quelles peuvent être les différentes, configurations, qu'est-ce qui explique ce drame, etc. Donc, au travers des associations que nous avons constituées en Europe, par exemple l'association des étudiants stagiaires togolais en France, à Strasbourg, j'étais président de cette association, à Grenoble, j'étais président de cette association, et à Paris, j'ai eu un mandat de 2 ans, de 69 à 71, comme président de l'association des étudiants stagiaires togolais. Il faut dire qu'à cette époque, le mouvement étudiant était très divisé. Il y avait les partisans de Sylvanus Olympio et ceux qui lui reprochaient un peu son origine bourgeoise, etc., etc. Donc voilà à peu près, sur cette période, ce que moi j'ai vécu. Il y a des détails sur lesquels je crois qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de revenir. Mais ces événements suscitent un certain nombre de questions. Et c'est sur ces questions, je n'ai pas de réponse, mais je les pose aux auditeurs, à nos téléspectateurs.
comment se fait-il qu'un État digne de ce nom, dirigé par un monsieur de cette envergure intellectuelle, Sylvanus Olympio, qui a une sécurité, la sécurité qui lui a été donnée s'inscrit dans le cadre des accords de coopération que le Togo a signés avec la France. C'est ça. Les accords de coopération militaire. Coopération militaire. Et le chef d'état-major de la gendarmerie, M. Métrier, c'est venu de France, c'est Sylvanus Olympio qui l'a accepté. Ensuite, il l'a nommé chef de son cabinet militaire. Donc, comment se fait-il qu'un type comme Prosper Attaqué, que si vous le rencontrez dans la rue, vous l'aurez pris pour un va-nu-pied, non, franchement, je vous prie de m'excuser, puisse venir à la radio faire un communiqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est tombé très bas. Il y a un problème. C'est-à-dire que ce n'était pas organisé, ce n'était pas un coup d'État préparé. Exactement, parce que... avec des commanditaires et des exécutants. Monsieur Wilson, d'après ce que nous savons des coups d'État généralement, quelqu'un qui organise un coup d'État, il prépare d'avance une déclaration. C'est quand il va à la radio, c'est pour lui une déclaration déjà préparée, il annonce ce qu'il va faire, etc. Ce n'était pas le cas. On sentait que non seulement Bodiole était désemparé, ça c'était certain, désemparé, mais on sentait aussi qu'il y avait une sorte d'inquiétude. Inquiétude... Pour la suite des événements, on ne maîtrisait pas. Il ne savait pas très bien ce qui allait se passer, la réaction de l'opinion internationale à ce crime, puisque c'est un assassinat. Alors, la première question, c'est comment se fait-il que sous Olympio, où à partir de 1958 déjà, l'autoritarisme a monté crescendo, comment se fait-il que une fois il est assassiné, que ce soit un gars comme Prosper Attaqué qui vienne faire un communiqué? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le commandant Métrier, qui est le chef du cabinet militaire de Sylvanus Olympio, c'est lui qui doit protéger le président de la République, en vertu des accords qui lient le Togo et la France. Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas pu à temps prendre les dispositions, puisque un chef de cabinet militaire, tout de même, il fait un peu de renseignement. Donc, normalement, il devait savoir un peu ce qui allait se passer. Or, dans le cas d'espèce, je crois que les gens savaient ce qui allait se passer. Olympio lui-même a reçu plusieurs fois les insurgés, puisque l'histoire et les gens nous le rapportent, qu'il y a eu plusieurs réunions avec lui au palais de la présidence, parfois même en présence de l'ambassadeur de France, Henri Mazoyer, qui était là à l'époque, et en présence aussi de Vouvantaï, qui est le représentant spécial des Nations Unies au Togo. Et puis il y a d'autres émissaires qui étaient venus voir Olympio sur le cas des militaires démobilisés qui sont revenus. Donc c'était vrai cette histoire de ces militaires démobilisés qui ne voulaient pas recruter dans l'armée togolaise? Bien. Donc ces gens effectivement avaient demandé à être recrutés dans l'armée togolaise, mais Olympio avait déjà un programme tout tracé avant qu'eux ils ne viennent. Ce programme date de sa déclaration du 24 novembre 1961, où il a repris historiquement la présence des forces coloniales au Togo et puis jusqu'aux accords de coopération, et son programme militaire de formation d'une gendarmerie et d'une armée nationale en 1961. Donc, je résume un peu. L'essentiel de ce programme, c'est que Sylvanus Olympio s'était prononcé pour un service militaire obligatoire pour la jeunesse. Donc, il a justifié, et donc, il parlait de services de qualité pour que les jeunes préparent ainsi, à travers l'armée, leur avenir. Donc, c'est quelqu'un qui avait, disons, une vision de la sécurité du pays. Est-ce qu'ils étaient trop nombreux, ceux de mobiliser, pour qu'ils ne puissent pas être pris en compte? compte? Non, ils n'étaient pas particulièrement nombreux. Il faut dire aussi que bon, la gendarmerie à l'époque et l'armée, ça faisait à peu près 180 personnes. Et donc, mais
il n'empêche que des gens qui n'appartiennent pas à l'armée, Yadema n'était pas membre de l'armée, Bojolé n'était pas membre de l'armée, il n'était pas dans l'armée. Assila était dans l'armée. Assila a été promu de sous-lieutenant à lieutenant par le président Sylvanus Olympio. Bon, il y avait, Komla était à l'extérieur, il devait revenir. Il y avait Kofi Kongo, qui était là aussi, qui a été porte-parole du comité insurrectionnel. Donc, la seconde question que je me pose, c'est sur le rôle de Métrier. Comment se fait-il qu'un chef de cabinet militaire, en fonction, qui a de l'expérience, qui a fait d'autres pays en Afrique, il a fait, paraît-il, le Cameroun, je ne veux pas entrer dans les détails, mais comment se fait-il qu'il n'ait pas pu prendre les dispositions pour protéger le pouvoir en place, et en particulier le président Sylvanus Olympio? Je me pose la question sur le cas de Métrier. Et ça veut dire qu'il a reçu déjà des consignes de Paris pour ne non, personne ne peut le dire. Oui. À l'état actuel des choses, nul ne peut affirmer qu'il a reçu des consignes de Paris pour qu'on tue Sylvanus Olympio, qu'il ne fasse rien. Mais c'est une faute professionnelle. Grave, hein? Ben, absolument. C'est une faute professionnelle. C'est-à-dire que, compte tenu de la mission qui lui était confiée, est-ce qu'il avait le pouvoir d'empêcher cela s'il n'était pas complice ou bien s'il n'était pas impliqué d'une manière ou d'une autre? Ah, il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir de l'empêcher. Même si le président Sylvanus Olympio lui dit, bon, je suis au courant que les militaires démobilisés tentent de m'intimider un peu pour que je puisse les recruter. Mais lui, en tant qu'expert des questions de sécurité, sans demander l'avis de Sylvanus Olympio, sans l'informer, aurait dû prendre des dispositions en cas de problème. C'est comme ça qu'on travaille. Votre chef peut vous dire non, c'est pas grave, vous pouvez disposer tout ça. Mais si vous-même vous êtes conscient du fait que non, il est en danger, la situation est grave, vous prenez les dispositions, vous attendez. Et si d'aventure le cas se présente, vous intervenez rapidement. Or, ceux qui ont fait ce coup, assassiner Sylvanus Olympio, sont partis au camp. Il paraît que c'est là qu'ils ont pris les armes, qu'ils sont allés à pied chez Sylvanus Olympio, entre le camp et chez Sylvanus Olympio, il y a quand même toute la ville de Lomé. C'est du côté de la plage, oui. À traverser. Et donc, je trouve qu'il y a des problèmes sur Métrier. Alors, ce problème, c'est un incident diplomatique. L'assassinat de Sylvanus Olympio est un grave incident diplomatique entre la France et le Togo. Si Métrier n'a pas rempli sa mission, il n'a jamais été condamné, il n'a jamais été sanctionné. La France n'a jamais sanctionné l'attitude de Métrier. Et alors là, il est clair qu'il y a un acte de complicité quelque part. Hein, mais ça, jusqu'ici, on ne peut pas le dire. C'est ça. Il y a toute cette histoire de Sylvanus Olympio qui n'était pas mort sur le coup, qui aurait escaladé. Oui, tout ça, mais là, personne ne peut véritablement vérifier. Seuls les militaires peuvent dire, ceux qui sont allés là-bas, peuvent dire ce qu'ils ont fait. Mais certains prétendent que dans le comité insurrectionnel, beaucoup n'étaient même pas chez Sylvanus Olympio, que d'autres ont fait le coup et qu'ils ont pris la responsabilité d'accepter tout ça. Mais je lance ces questions-là sur Métrier. Autre question, c'est Grunitzky. Qu'est-ce qu'il vient chercher à Lomé, à l'assassinat du premier président de la République togolaise, qui plus est son beau-frère? Oui. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Un homme d'État comme lui, qui a été Premier ministre de 1956 jusqu'en 1958. Même si Maga et d'autres chefs d'État lui disent aller au Togo parce que ça va mal, moi je crois honnêtement, pour sa crédibilité et puis pour, comment dirais-je, je dis qu'il y a une question préalable de moralité. Une question préalable de moralité, qui n'est pas politique. Oui. Je ne peux pas aller m'asseoir dans le fauteuil de mon beau-frère qui est assassiné, quels que soient les profits que je puisse tirer. Parce que le Togo, tout le monde pense que, les gens, souvent, ils disent, ah oui, raison d'État, et donc, il faut sauver le pays, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ce sont des prétextes. La mort d'homme n'est pas excusable.
Et donc, qu'est-ce que Nicolas Grunitzky vient faire au Togo à l'assassinat de son frère, le lendemain de l'assassinat? Donc vous pensez qu'il ne devait pas prendre le pouvoir, il devait se retirer, observer peut-être une certaine réserve absolument. Par rapport à... Une certaine réserve. Moi, la première chose, bon, peut-être que c'est un peu trop facile aujourd'hui, avec le recul, de dire ça, mais à l'époque, quand même, vous savez, la mort de quelqu'un, dans le temps, il n'y a pas de justification. On ne peut pas dire qu'en 60, que tuer quelqu'un, c'est facile. Non. Aucune mort n'est justifiée, quelle que soit la période. Donc, moi, j'aurais attendu, s'il paraît qu'il était à Cotonou, j'aurais attendu Cotonou. J'aurais dit, bon, écoutez, les événements qui se passent. J'aurais réfléchi. Sûrement que des esprits d'autres acteurs lui ont fait appel pour venir sauver le meuble. Oui, mais ces acteurs-là ne sont pas au-dessus de lui. Parce que lui, il a dirigé le Togo. Il connaît Sylvanus Olympio. Et donc, je crois qu'il aurait dû peut-être, de façon un peu, avec beaucoup plus de dignité, c'est là où je dis qu'il y a une question préalable de moralité. Rester à Cotonou où il était, recevoir les gens, et ensuite seulement dire, bon, voilà, je pose mes conditions. Si je viens, voici ce que je vais faire. Ça, il ne l'a pas fait. Une autre question, vous me plus de m'excuser, c'est qu'il est parti directement au camp. Donc, quand tu vas au camp, voir des insurgés, tu fais quoi? Un civil. Hein. Tu fais allégeance. Tu vas faire allégeance à ce pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé après, puisque sous Grunitzky, en fait, le pouvoir réel était entre les mains de Bojolé, des militaires qui étaient au camp, et non au palais de la présidence. C'est ça. Voilà un peu... les interrogations. Métrier, Bojolé et sur Grunitzky. Oui. On peut continuer. C'est ça. La dernière personne, c'est Meachi. Oui. Meachi, on fait un communiqué en son nom, il n'a jamais refusé. Il n'a jamais démenti. Mais on a su, et ça a été confirmé par la suite qu'effectivement il voulait le pouvoir, qu'entre lui et Grunitzky, les choses n'allaient pas très bien. C'est ça. Et je peux confirmer ici, grâce à ce que j'ai pu recueillir de Pierre Adossama, que quand on a constitué le gouvernement, après l'assassinat de Sylvanus Olympio, Meachi avait choisi ses hommes. Grunitzky aussi avait choisi ses hommes. C'était un attelage qui devait tirer à Huadia. Et donc, on a vu les résultats qu'en novembre 1966, tout a explosé, et certains ont démissionné pour faire partir Nicolas Grunitzky. Et en partant, Nicolas Grunitzky avait prononcé des paroles prémonitoires. Ces paroles, je les tiens d'un ami, d'un grand frère, Lawson Merlot, qui est maintenant décédé. Et quand il est parti chez lui pour recueillir la démission, Grunitzky lui a dit, Lawson, il avait Venani. Vous le regretterez. Bien, alors parlons de l'entrée en scène du feu Yadema. Dans tout ça là, quel était son rôle? Parce que je vous n'avez pas encore cité, hein, dans ce drame. Hein, dans cette affaire, Yadema n'était pas apparu tout de suite comme étant l'un des acteurs de cette affaire. C'est Bojolé qui était à la tête du comité insurrectionnel. Mais c'est d'autant plus bizarre d'ailleurs que on a l'impression que ce comité insurrectionnel ne répondait pas aux normes de la hiérarchie militaire. Parce qu'il y avait le lieutenant Assia dans le comité insurrectionnel. Je crois qu'eux, ils ont été associés après. Mais il y a un lieutenant, un adjudant-chef ne peut pas être son chef. Il y a un lieutenant, et c'est un adjudant-chef qui prend la tête du comité insurrectionnel. Normalement, même si c'est l'adjudant-chef qui fait le coup, mais sur le plan militaire, il devrait... La hiérarchie était respectée. Rendre le pouvoir, la hiérarchie à celui qui est le plus gradé. Donc c'est Assila, qui, je crois à l'époque, qui était le plus gradé. Ou même, il y avait le commandant d'Adjo, je ne connais plus très bien son grade. Son grade. Mais dans tous les cas, dans ce comité insurrectionnel, c'est que l'assassinat d'Olympio est l'objet de beaucoup de confusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les archives, même dans les archives, que les historiens consultent, qu'ils ne sont pas encore déclassifiés. Est-ce qu'ils sont fiables à 100%?
On peut enlever des documents des archives. C'est ça. On peut ne pas tout dire dans les archives. On peut supprimer, on peut détruire un État souverain, des choses compromettantes dans les archives pour que l'histoire ne soit pas trop, comment dirais-je, humiliante pour le pays en question. Est-ce que vous voyez? Donc même dans les archives, tout cela... ce qui est certain, c'est que les gens qui ont fait ça, peut-être, à mon avis, et c'est la conclusion à laquelle je voudrais aboutir en tant que témoin de cette affaire, on a le sentiment que le comité insurrectionnel qui a été créé assez rapidement par des gens qui peut-être ont assassiné Silence Olympio, que des gens ont été manipulés. On a l'impression qu'ils ont été manipulés. Manipulés par qui? Ça, c'est le point d'interrogation. Mais je crois que les Togolais peuvent se faire une idée de à qui peut profiter le crime. Si cette force, cette source est habituée à assassiner des gens qui ne sont pas d'accord avec sa politique, si elle l'a fait ailleurs, pourquoi pas elle ne le ferait pas au Togo et en sacrifiant la vie de Silence Olympio. Je crois l'un des hommes politiques les mieux formés et les plus intelligents de sa génération, sans conteste. D'autres Togolais ont fait la London School of Economics. Maître Amorin, avocat, il a fait la London School of Economics. Mais Silence Olympio, quand même, a mené un combat depuis 1939 pratiquement, en ayant démissionné de son travail à la USC où il avait de quoi vivre, mais pour se consacrer à la politique togolaise, à la lutte pour l'indépendance, au mouvement élevé et tout le reste. Même s'il a commis des erreurs, je crois que c'est quelqu'un qui mérite notre respect et notre considération. Rencontre et échange, nouveau numéro, nous parlons des faits de 63 avec l'assassinat du premier président du Togo indépendant, Silence Olympio. C'était un mois de janvier de cette année-là, 60 ans après. Nous revisitons cette histoire, je l'ai dit à mon introduction, pas forcément pour réveiller d'autres idées de haine et de sentiments hostiles, mais plutôt pour réviser cette histoire, en tirer le son pour les perspectives d'avec notre pays, le Togo. J'en reviens à la personnalité de Silence Olympio. Vous l'avez dit, il en incarnait. Est-ce qu'il était vraiment populaire à l'époque? C'est vrai, tous les pères des indépendances étaient populaires dans l'opinion, le sentiment nationaliste était grand à l'époque, mais est-ce qu'il en incarnait autant que les Nkrumah, les Lumumba? Est-ce qu'il était cet homme d'invaincu qui pouvait quand même garder le gouvernail de notre pays, le Togo? Oui. Ce qu'on peut répondre à cette question, c'est que tout au long de son parcours de la lutte pour l'indépendance, Olympio était quand même considéré comme l'un des éléments parmi les nationalistes les plus en vue, à cause de sa formation intellectuelle, etc. Et vous savez qu'au départ, c'est le docteur Akou. Oui, docteur Akou. Oui. Qui était donc au culte et qui devrait normalement, s'il n'avait pas été écarté, parce qu'il a été battu par Grunitzky en 1952. Mais quand Olympio a pris la relève, il est tout à fait certain que jusqu'en 1958, jusqu'à l'obtention de l'indépendance, c'est un monsieur qui était très populaire. Il était très populaire politiquement. Les gens lui reprochaient un peu sa rigueur quand il était à la UAC, son autoritarisme. Oui, on en parlait aussi. Mais disons que pour l'époque, vous savez, les Allemands ont distillé un peu dans la génération de nos pères cette rigidité de caractère. Oui. Et ils en ont souffert, je crois. Et par exemple, pour un type comme Octaviano Olympio, l'oncle de Sylvanus, il a été fouetté par les Allemands du temps de la colonisation allemande. Et pourtant, Octaviano, c'est quand même pas n'importe qui. Et donc, il y avait cette rigidité. Et donc, je crois aussi qu'un des traits de caractère de Silence Olympio, je crois qu'il était imbu. De sa personne. De sa personne. Et puis, vous
Vous savez, quand vos parents vous envoient en Europe 1920, À l'époque. 1920. Moi, je disais tout récemment à un jeune de mon quartier que dans le premier gouvernement, nos premiers dirigeants qui ont mené la lutte pour l'indépendance étaient plus instruits que les Français qui, ici, nous méprisaient. Non, sans conteste, vous prenez Olympio, vous prenez Hospice Coco, vous prenez, comment il s'appelle, Santos, vous prenez Iwasa, vous prenez Meachi. Les deux sont ingénieurs. Donc, les premiers dirigeants de ce pays étaient quand même des gens de certains niveaux de formation intellectuelle. Plus que ces Blancs qui nous colonisaient à l'époque. Oui, oui. Et ça, je crois que c'est une leçon que moi j'ai apprise par la suite, que la vie nous a apprise en Europe ou ailleurs dans le monde. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est un peu l'esclavage. Et quand vous allez dans un milieu où les gens eux-mêmes, a priori, se considèrent comme étant les maîtres du monde et des Africains. Le plus souvent, bon, implicitement, on nous situe au bas de l'échelle. Et quand ils viennent, ils vous voient que vous êtes plus diplômé que vous avez un certain nombre de qualités qu'ils n'ont pas. Et tout de suite, vous devenez leur ennemi. Franchement, sans le savoir. Ils vous mettent des bâtons dans les roues, là où vous êtes. Je crois que c'est arrivé à Sylvanus Olympio. C'est arrivé à beaucoup de gens de notre génération aussi. Vous prenez un type comme Houphouët-Boigny, il était très simple. Mais il était plus soumis à la France. À la France, et donc, plus docile. Plus docile. Je prends un autre exemple pour démontrer un peu ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que Senghor a démissionné en 80 Senghor a démissionné. Senghor est quand même agrégé de grammaire. Oui. Il est condisciple, il connaît bien Pompidou. Lui, président de la République au Sénégal, il savait comment étaient tissés les rapports entre l'Afrique et la France. Comment est-ce que peut-être parfois on pouvait lui demander de faire des choses que lui considérait que c'est indigne de sa formation intellectuelle. Et que c'est indigne des gens qui lui donnaient ces ordres-là. Puisque déjà dès 1933, Senghor avec Aimé Césaire, ils ont pris des initiatives importantes en matière de négritude. Et donc, Senghor a démissionné en 80 et en partant, il a dit qu'il est extrêmement difficile. Enfin, il a trouvé un subterfuge, mais il a dit que travailler avec les militaires, quand il va à des réunions, que c'est intenable. Donc, parce qu'il y a eu les coups d'État, il y a les militaires qui sont arrivés, et donc c'est parfois le militaire lui dit tout de suite les choses de façon crue, et donc parfois quand il le dit, vous n'avez pas de réponse. C'est ça. Vous n'avez pas de réponse. Et donc, je crois que sur la personnalité, mais après, où la politique de Sylvanus Olympio, je ne parle pas de l'homme, mais de sa politique. Sa politique, oui. Et sa politique a posé problème. Au Togo. En quel sens? Il est entré en conflit avec ses propres partisans, sous le prétexte que les gens voulaient faire un coup d'État. Je crois que les élections de 1961, ils sont pour quelque chose. Quand ils ont exclu, et ça on l'a dit ici une fois, de la liste des députés, et toute l'opposition, y compris l'UTBD et, disons, la Juventus, du CPN et tout le reste, pour constituer pratiquement un parti unique de fait, ça n'a pas plu. Or, pour lui, les gens essayaient de comploter contre sa personne, contre sa politique. Il faut les écarter. Et donc, oui, il voulait les écarter. Et ça, je crois que ça a été une erreur. J'ai dit qu'il a fait l'unanimité contre lui. C'est la première chose. La deuxième chose que nous avons vécue, vous savez, quand vous dirigez un pays, il y a ce qu'on appelle la demande politique sociale. Vous faites une offre, vous êtes leader d'un parti. Oui. Mais il y a une demande qui correspond à cette offre. Mais souvent, il n'y a pas d'adéquation entre votre offre et la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos propres partisans, ce sont eux qui vont détruire votre politique. Soit en faisant beaucoup de zèle, qui est dans notre culture. Il suffit de voir comment, sous Gnassingbé Adema, les gens faisaient du zèle. Les gens faisaient beaucoup de zèle. Mais ça a été fait sous Sylvanus Olympio aussi. Les gens faisaient du zèle.
Et donc, parfois, peut-être que les gens prenaient des décisions, ils disaient des choses en son nom que lui n'a pas décidé de faire. Mais même quand vous prenez l'administration togolaise, moi je me rappelle quand nous étions rentrés, nos aînés qui étaient là, certains venaient nous dire, ah oui, le ministre Malou a décidé ça, il a décidé ci, que c'est ça que vous devez faire. Je fais cette parenthèse-là, je la clôt tout de suite. Moi, une fois j'étais excédé, je prends ma voiture, je vais au ministère, je dis au ministre, je veux le voir, il me reçoit, je dis, mais pourquoi est-ce que chaque fois vous dites, il faut faire ci, il faut faire ça? Il dit, moi, je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, mais voilà, ce sont vos collaborateurs qui viennent nous dire ça. Il dit, bon, ben appelez-moi, je ne veux pas nommer la personne. Il a appelé, il était secrétaire général. Il est venu, Malou lui a dit, mais depuis quand je t'ai dit qu'il faut faire ça à Boki? Il dit, non, monsieur. Je dis, arrêtez. Il faut rectifier ça tout de suite. Donc, les gens prennent des décisions. Donc, il y a une demande sociale. C'est ça. Et donc, à un moment donné, mais quand le matin à 5 heures avant de vous réveiller, les gens sont assis devant votre maison. Certains chantent des chansons à ta gloire. Tu n'as pas demandé. D'autres jouent. D'autres ont amené une chèvre. D'autres ont amené je ne sais quoi. Tout cela. Ça, c'est l'Africain. Donc, à un moment donné, vous vous dites, mais tout de même... je suis le président. Ça finit par... vous montez sur la tête, oui. Absolument. Ça finit par vous atteindre. Et ça, je crois que la personne qui a le plus cultivé ça, mais à un moment donné, il était un peu quand même lucide, c'est le président Yadema. Que quand il voit un agrégé de médecine danser devant lui, je ne veux pas nommer la personne, un agrégé de médecine, professeur, danser devant lui. Alors il dit à son voisin, regardez, il danse, mais... c'est parce que je suis président, sinon... Donc, c'est pas. Bon. Mais il y a une demande, quelquefois, et donc ça change votre politique, et ça donne une mauvaise image de votre politique. Donc il y a ça. Deuxième chose de la politique de Sylvanus, il était isolé sur le plan sous-régional. Le Togo était, par rapport au Bénin, par rapport au Ghana, par rapport au Burkina, puisque nous étions entourés de pays francophones. Donc, il ne voulait pas de la zone franc, il voulait créer sa propre monnaie. Il voulait créer sa propre monnaie, mais il avait de mauvaises relations avec Nkrumah parce que les exilés politiques s'étaient réfugiés au Ghana. Et donc, sûrement qu'ils avaient trouvé un accueil favorable chez Nkrumah. Donc, ça ne pouvait pas plaire Sylvanus Olympio. Donc, il était un peu isolé. Et je crois que ça a joué contre lui, parce que toutes les organisations sous-régionales qui ont été créées à partir de 1959, l'Union africaine et malgache, après il y a eu l'OCAM, tout cela, c'est après le coup d'État que le Togo a adhéré à ces organisations. Même si vos voisins, vous trouvez qu'il est nul, je vous prie de m'excuser, si vous trouvez que votre voisin est nul. Mais s'il peut vous nuire, il vaut mieux s'entendre avec lui. Il vaut mieux trouver des artifices pour trouver un modus vivendi pour qu'il ne vous nuise pas. Mais si vous l'isolez, vous l'ignorez complètement. Et vous allez voir la personne qui est à 10 km plus loin, il peut faire beaucoup de mal. Et je crois qu'il était isolé, ça aussi, ça a beaucoup joué. Et il y a un autre aspect qui m'a beaucoup frappé, c'est quand l'Olympio a envoyé les accords de coopération monétaire qu'il a refusé la création de l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine, en 1962, et qu'il a envoyé des contre-propositions sur le plan commercial, et donc, bon, il voulait créer sa propre monnaie. Mais il avait demandé l'intervention, l'appui de la France contre le Ghana. Il avait demandé l'appui sécuritaire de la France à l'époque contre Nkrumah qui, effectivement... Vous voulez incarner le panafricanisme. Voilà. Et donc, j'ai eu ce document entre les mains quand j'étais directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères. Bon, je l'ai égaré parce que je l'ai perdu, je l'ai donné à un ami, mais qui ne me l'a pas restitué. Mais c'est le chef des missions françaises de coopération qui me l'a amené. Autour d'une discussion, on avait discuté, puis il me dit, mais tiens, Richard, tu vois. Et effectivement, qu'est-ce que la France a répondu quand Sylvanus Olympio a demandé son appui, l'appui de la France contre le Ghana. Voilà, pour des raisons sécuritaires. Il a dit, Monsieur le Président, la coopération est un tout. Si vous refusez les accords monétaires, ben vous devez refuser aussi les accords sécuritaires. Les accords de sécurité.
Ce qui est totalement illégal. C'est illégal, la France ne peut pas prendre une telle position. Puisque c'est un engagement. C'est un engagement. Mais bon, ce sont des mesures de rétention. On sentait qu'il était un peu fragile. Et donc lui-même le savait aussi. Et bon, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas entendus avec le Ghana? Ça, c'est un autre problème, je crois. Maintenant, bon, cela dit, l'ambiance qu'il y avait au Togo de 58 jusqu'au coup d'État, j'avoue qu'elle n'était pas très bonne. C'est ça. J'avoue qu'elle n'était pas très bonne. Elle n'était pas très bonne parce que bon, les gens disaient beaucoup de choses. Il y avait une sorte de peur dans la ville. Bon, il y avait Décon. Aujourd'hui, on parle de Décon. Mais Décon était la terreur à l'époque. Mais il y avait un autre monsieur qui s'appelle Malm. Mais Malm, il était le griot du régime du Sciences Olympio. C'est quand Olympio revient des missions de l'étranger, tout ce que Malm fait, tout ce qu'il dit. On a retrouvé ça après, avec Gnassingbé Adema par la suite. C'est typiquement africain. Mais des gens comme ça, il faut les neutraliser. Il ne faut pas les prendre avec soi, parce que ça donne une mauvaise image. De votre politique. De votre politique. Et la dernière chose que je voulais dire, qui est générale sur ce point, c'est que, vous savez, très vite, les Afro-Brésiliens au Togo. En général, oui. Moi, je dis qu'ils ont été les concurrents des Allemands, parce que c'était des commerçants. Ils ont été les concurrents des Allemands quand les Allemands étaient ici. Et ils ne devraient pas être aidés par les Allemands. Ils sont devenus un cauchemar pour les Français. Quand on a fait le partage du Togo en 1920, les premières déclarations qui ont été faites par Ocardiano Olympio vont dans le sens d'une désapprobation totale de la politique française au Togo. Mais c'est un terme très dur. Et au-delà de cela, je crois que bon, c'est des gens qui étaient à la fois... Les gens les enviaient parce que bon, ils se sont enrichis dans le commerce. Oui. Mais en même temps, certaines personnes les trouvaient inaccessibles. C'est ça. Les Africains n'aiment pas ça. Si vous descendez dans le peuple, vous faites semblant, même si vous faites semblant, ça suffit largement. Donc, si vous créez une sorte de caste ou une coterie où on retrouve les gens d'une certaine origine, les gens d'une certaine profession, etc., ça joue contre vous. Parce que, bon, très vite, bon, les gens estiment que vous n'êtes pas un des leurs. C'est ça. Que vous êtes perçu comme un étranger. Vous êtes perçu comme un étranger. Je me rappelle la dernière chose en date que Olympio avait faite et qui avait entraîné un tollé général à Lomé, c'est qu'avant on travaillait, je crois, de lundi à vendredi. Puis il a ajouté samedi. Donc samedi, on faisait une demi-journée. On faisait la demi-journée, c'est-à-dire que de 7h30 à... Et donc les gens disent non, mais c'est trop. Mais on a vu la mobilisation du pays à la veille de l'indépendance. La place de l'indépendance que vous voyez là-bas, ça a été construit par les Togolais avec... on a débroussaillé, c'est les gens de la Juventus, les jeunes, les femmes, qui sont allés débroussailler cette parcelle pour qu'on puisse justement mettre là-bas la place de l'indépendance. Donc il y avait une mobilisation générale, mais je crois que, bon, Olympio était... Trop élevé. Oui, je crois que par rapport à ce pays, il était atypique. C'est ça. Il était atypique. Et tout cela avait joué contre lui. Ça a joué contre lui. Oui, il était atypique. Il était atypique. À mon avis, il était atypique. Et c'était le premier coup d'État de l'Afrique fraîchement indépendante, n'est-ce pas, et qui a marqué d'un saut l'histoire pour notre pays. Quelle leçon en tirer aujourd'hui, après le recul, après 60 ans de recul? Vous avez parlé des archives qui ne sont pas encore prêtes à déclassifier pour en savoir la vérité exacte sur les circonstances de cet assassinat. Alors finalement, cela a quand même conditionné le paysage politique togolais jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Parce qu'il y a des gens qui se réclamaient encore de ce mouvement nationaliste de l'époque, des formations politiques qui s'en réclament toujours. Et cet anniversaire même est célébré diversement par les chapelles politiques. Oui. Non, moi,
60 ans après l'assassinat de Sylvanus Olympio, je crois que nous devons rendre hommage à ce monsieur. À sa mémoire. À sa mémoire. Mais le meilleur exemple, la meilleure contribution, 60 ans après, c'est notre unité nationale. Je crois. Moi, je suis très préoccupé par ça, de l'unité nationale, et au-delà de l'unité nationale, de l'unité de l'Afrique. D'abord, parlons de l'unité nationale togolaise. Oui. Tout ce qui s'est produit après l'assassinat de Sylvanus Olympio, on a voulu construire, à partir de 67 avec Eyadema, un anti-Sylvanus Olympio. Ça n'a pas marché. Ça ne pouvait pas marcher. Parce que les deux hommes n'ont pas le même profil. Les deux hommes n'ont pas la même origine. Nous n'étions plus dans le même contexte. Et donc, ça ne pouvait pas marcher. Je crois, à mon avis, que, et c'est ça la responsabilité des élites africaines et des élites togolaises, nous devons repenser le fonctionnement de nos rapports avec le monde extérieur. Et moi, je crois que à l'époque coloniale, nous étions dans ce que beaucoup de sociologues et d'anthropologues ont appelé la situation coloniale. La situation coloniale, telle que décrite par un de nos maîtres qui s'appelle Georges Ballandier, c'est une domination globale dans tous les domaines, sur le plan politique, sur le plan économique. Le pays qui est sous domination coloniale ne dispose d'aucune autonomie. Bien. Mais nous sommes entrés dans l'indépendance, et l'Afrique post-coloniale, si nous passons d'une domination coloniale, les gens ont dit « Ah, c'est la néocolonisation ». Oui, mais le terme ne me paraît pas exact. Nous sommes rentrés dans un choc de système. Qu'est-ce que j'appelle choc de système? Vous savez, un système social comporte des aspects économiques, des structures politiques, culturelles, idéologiques, etc. Et qui est face à un autre système, qui est le système occidental, évolué, développé, qui fonctionne selon d'autres règles. Et donc, aussitôt après l'indépendance, le choc de système s'est produit parce que nous sommes devenus souverains. On nous a octroyé les attributs de la souveraineté. Donc nous pouvons décider par nous-mêmes ou avoir l'impression de décider par nous-mêmes, de dire oui, de dire non, de faire ce que nous voulons. Et donc, mais dans le cas d'espèce, dans un choc de système, le système dominant, le plus puissant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accapare de la structure qui peut nuire à ses intérêts, c'est le système politique. Il s'accapare du système politique, il n'est plus sur place, il est à l'extérieur, mais il s'approprie. C'est ça. Et donc, forcément, dans ce choc, mais si vous êtes dirigeant d'un pays, le système dominant, dans l'Afrique post-coloniale, vous rend complètement aveugle. Il vous rend aveugle parce que sur toutes les décisions qui seront prises, que vous prendrez sur le plan international, sur le plan diplomatique, etc., vous les prenez, mais vous pensez que vous les prenez, vous visez le bon objectif, alors qu'en fait, comme c'est un ensemble, l'Occident c'est un ensemble constitué. Vous avez la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui ont tous les mêmes intérêts face à de petits pays. Bon, certains sont plus aguerris que d'autres, et donc forcément, pour dépenser moins d'énergie, ils s'approprient le système politique, donc, et au-delà du système politique, les dirigeants. Et donc, vous aurez l'impression que c'est vous qui prenez les décisions. En fait, vous êtes aveugle. C'est ça. Le système devient aveugle. Ça, c'est la première loi. Deuxième loi dans ce système, c'est que dans un choc de système, une fois que le système politique devient aveugle, le reste de la société est frappé par une force d'inertie, ne peut plus avancer, évolue très lentement. Alors les sociologues vous diront oui, que les facteurs culturels, les problèmes politiques, que c'est très lent, que c'est le développement technologique ou culturel, ou pardon, scientifique qui est plus rapide. Mais en fait, vous avez un pouvoir politique qui est aveugle, mais qui croit qu'il fait quelque chose, qu'il voit quelque chose, il ne voit rien,
Qui a vu venir la lutte contre le terrorisme au Sahel? Personne. Et donc, ces systèmes, les politiques sont aveugles. Et donc, le reste de la société est frappé d'une force d'inertie. Ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Et c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Et donc, à partir de ce moment, vous êtes là, mais vous faites sans le savoir la politique de l'autre. Et l'autre, il sait très bien ce qu'il fait. Bon, alors, les hommes politiques en France ou ailleurs, ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Ils appliquent un certain nombre de règles qui sont liées à ce système, qui sont liées à ce choc. Et donc forcément, par exemple, avant l'indépendance, la France a décrété que les ressources minières découvertes en Afrique pendant la colonisation sont la propriété de la France. Ils n'ont pas écrit noir sur blanc, mais dans les systèmes, dans leur comportement, c'est ça. Il y a le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que dans la relation internationale, la France se substitue à nos pays, aux Nations Unies. Ailleurs, moi je me rappelle, quand Nelson Mandela doit sortir et arriver au pouvoir en Afrique du Sud, mais Juppé est parti tout de suite en Afrique du Sud. Voir les Sud-Africains disent non, le reste de l'Afrique, c'est nous qui connaissons. C'est la France qui connaît l'Afrique francophone. Et de dire à Mandela, dit non, mais si vous voulez connaître l'Afrique francophone, c'est nous qui avons l'expertise. C'est le principe de subsidiarité. C'est ça. Il y en a d'autres, j'en ai recensé plusieurs. Donc, mais nous ne le savons pas. Et donc, nous agissons dans le désordre, nous agissons dans la désunion. Nous pensons que nous défendons les intérêts de tel groupe ou nos propres intérêts, alors qu'en fait, tout ce que nous faisons, ça sert les intérêts des gens. Et donc, nous appauvrissons nos propres pays et nous voyons qu'en 60 ans d'indépendance, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité dans certaines régions. Les gens vont encore chercher de l'eau marigot, de l'eau sale. Ça n'est pas concevable. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Donc, je crois, à mon avis, que c'est cette interprétation qu'il faut donner. D'accord. Alors, quand on en vient au fait politique, n'est-ce pas, avec cet assassinat 60 ans après, comment reconstruire? Parce qu'il y a cette proposition de la CVJR pour solder ce qu'on peut appeler un contentieux, je sais pas, historique, hein, et repartir, justement, vous parlez de l'unité nationale. C'est très important, n'est-ce pas? Alors, comment cet événement peut donc consolider l'unité nationale et donc oublier une fois de bon tout ce passé, hein, que la jeune génération ne connaît pas forcément, mais qui continue d'empoisonner son évolution? Il y a des préalables. Oui. Moi, je crois qu'un bon président de la République au Togo doit d'abord demander qu'on transfère les cendres de Silence Olympio au Togo. Même si sa famille n'est pas d'accord, nous négocions avec le pays hôte où se trouve la tombe de Silence. Nous lui faisons des funérailles nationales. Parce qu'il le mérite. Il faut passer par là. Il faut passer par là. C'est l'une des recommandations de la CGVIA d'ailleurs. Pourquoi on ne la met pas? Moi, ça, c'est la première chose. Si nous voulons réhabiliter la mémoire des autres, pourquoi pas? On peut réhabiliter la mémoire des autres. Ça ne gêne personne. Mais le plus important, à mon avis, c'est que nous devons nous-mêmes nous mettre d'accord sur les valeurs fondamentales qui sont à la base des sociétés modernes. Ce qui nous divise au Togo, ce ne sont pas nos origines ethniques. Ce n'est pas parce que vous êtes Kabien, moi je suis, je sais pas, Tartampion, moi je ne sais pas d'où je viens. Ce n'est pas nos origines qui nous divisent. Ce sont les valeurs. Moi j'ai souvent dit ça aux gens. Parce que, je donne un exemple, M. Wilson. Quand nous étions à l'internat au Collège Saint-Nazaire, il y avait toutes les nationalités, enfin, toutes les régions étaient représentées. On n'avait aucun problème de division ethnique. C'est depuis 1963 que ce problème s'est exacerbé dans notre pays. Je disais tout à l'heure que Bodiolé, quand il est arrivé, mais tous les problèmes se servaient au camp. Et nous avons été laxistes dès cette époque. Et donc, si nous voulons avoir un sursaut de dignité, nous devons nous fonder sur des valeurs. Alors, les valeurs, c'est quoi? Mais respect du bien public. Ce qui appartient à nous tous doit être géré dans l'intérêt de nous tous. La question de dignité de nos populations. Rousseau disait que la dignité des peuples est plus haute que la compétence des élites. Moi, je suis d'accord avec lui. On voit un peu partout que nos compatriotes, parfois, faute de ressources,
manquent de dignité. Les gens manquent de dignité. Les exemples, moi, qui m'ont le plus choqué, c'est sûr, il y a des cas, par exemple, bon, les gens allaient, on leur distribuait de l'argent, tout ça, ils se battaient entre eux, et puis ils se battaient contre les ministres aussi, qui voulaient prendre leur part. Bon, on a eu... Et quand, par exemple, je leur donne des conseils, je me rappelle qu'il y a un membre du RPT qui, un jour, a dit à nos étudiants, l'argent qu'on vous a donné, ne le partagez pas entre vous. Allez équiper la bibliothèque de l'université. Ils sont partis voir Yadema tout de suite pour lui rendre compte. Et voilà, il ne veut pas. Il dit qu'il faut. Yadema appelle le monsieur. Dit, mais est-ce que c'est ton argent? De quoi tu te mets? Non, je crois que nous manquons beaucoup de dignité. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on se ressaisisse. Et là, c'est que quand vous avez l'impression que vous êtes le plus fort de tous, que vous pouvez tout faire, évidemment. Donc moi, pour moi, c'est le problème de valeur. Le respect de soi, le respect des autres, le respect des droits de l'homme, la promotion du mérite, ceux qui méritent. On ne va pas se réunir entre les gens du même village, dans un même ministère ou dans un même service technique. Ça n'a pas de sens. Il faut corriger ce genre de choses. Parce que dans une promotion, par exemple, dans une cohorte d'étudiants à l'université, il y a peut-être des gens qui sont de la même région, qui ont du mérite, mais qui ne se retrouvent pas. Tout simplement parce que c'est par le biais du népotisme ou d'autres critères que les gens se retrouvent là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, il est question de valeur. Personne ne peut vouloir prendre une revanche sur la vie en s'appropriant des biens publics. C'est ça. Il faut se battre soi-même. Si tu voulais arriver au sommet, il faut se battre soi-même. Et puis, en fin de compte, moi, je suis très sensible à la violence. Parce que nous avons été souvent frappés quand on était à l'école primaire. Non, c'est vrai. Et au Collège Saint-Joseph, moi, j'ai été frappé aussi. Au Collège Saint-Joseph, j'avais raison. J'avais raison quand j'ai été frappé. Mais le système est ainsi conçu que le Togo s'est inscrit dans une violence qui continue. Il faut mettre fin à tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai souvent dit aux hommes politiques, il faut qu'on se rassemble pour bâtir ce pays. 60 ans du régime RPT uni, personnellement, j'en ai ras-le-bol. Franchement. Je trouve que personne n'a de mérite de dire que voilà, c'est nous qui sommes là. Non, vous n'avez pas passé de concours. Vous n'avez pas été élu. Même si vous êtes élu, il faut tout de même faire une politique qui rassemble tout le monde. Et c'est ça le drame de l'Afrique. Je crois qu'au-delà de notre pays est emblématique de cette affaire, mais quand vous prenez d'autres pays, je ne sais pas, vous choquez une génération. C'est ça, le sacrifier. Oui. Voilà. Un dernier mot pour clore cet entretien, M. Richard Aboki? Non, moi je pense que l'année 63, 2023, doit être consacrée à la réhabilitation de la mémoire de Silence Olympio. Je n'en fais pas trop. Mais le plus grand hommage que nous puissions lui rendre, c'est de reconstituer l'unité de ce pays et arrêter de croire que nous descendons de la cuisse de Jupiter. Je ne sais même pas qui c'est. Moi, je prends l'expression. Mais si Jupiter avait une cuisse, moi, je lui aurais tranché avant qu'il ne vienne sur Terre. Merci, M. Richard Aboki, socio-économiste, prof d'université. Merci à vous, amis téléspectateurs. Il était question de visiter un peu l'histoire de notre pays à propos des 60 ans de l'assassinat du premier président du Togo indépendant, Silence Olympio. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Vous retrouvez la semaine prochaine pour d'autres entretiens. Au revoir et à très bientôt sur l'État Santé. Merci.